Le cas de Howard illustre parfaitement la précision avec laquelle on doit nommer une HTO, une hypertonie oculaire. La définition est très précise. Il s'agit d'une pression statistiquement anormalement élevée. Cette élévation n'est pas liée à une cause. L'angle, surtout, doit être ouvert, et donc on ne parle pas d'HTO tant qu'on n'a pas fait une gonioscopie. Enfin, il n'y a pas d'atteinte glaucomateuse, la périmétrie standard est normale, et il n'y a pas d'atteinte structurale. Dans ces cas-là, il est très important de distinguer l'hypertonie simple du glaucome primitif à angle ouvert. Et en effet, le chiffre magique de 21 est une limite trompeuse qui n'a de sens que statistique. Et cette limite statistique n'a en plus pas une véritable signification statistique puisque la distribution des pressions n'est pas gaussienne, elle est déviée vers la droite. Si bien que quand on compare une population, par exemple Quigley a comparé une population hispanique en comparant la distribution des pressions dans la population glaucomateuse et non glaucomateuse, on voit que les courbes de distribution et l'échelle est logarithmique ne se croisent qu'après 31. Dans ces conditions, il est essentiel, devant une hypertonie simple, de faire un bilan précis des facteurs de risque. C'est ce bilan qui va nous permettre de mesurer le risque d'évolution vers un glaucome primitif à angle ouvert. Et il va nous éviter ainsi de traiter tous les patients. L'étude HTS sur des hypertonies qui ont été classées selon l'importance des facteurs de risque montre en effet que si on considère le premier tertile, c'est-à-dire les patients, le tiers de patients ayant le moins de facteurs de risque, eh bien dans ces cas-là, il faut traiter pendant 10 ans 13 patients pour éviter une seule conversion glaucomateuse. Ça n'en vaut donc sûrement pas la peine. Et on a en plus démontré qu'un retard au traitement n'était pas, comme on pouvait le craindre, une sorte de bombe à retardement. Il est donc tout à fait légitime, dans ces cas-là, d'évaluer le risque et de traiter seulement les patients ayant un risque élevé. Ce qui ne supprime évidemment pas la nécessité d'une surveillance, d'autant qu'il faut toujours avoir à l'esprit, quand on découvre une hypertonie, qu'on a peut-être devant nous un progresseur rapide. Et ça, c'est un enjeu primordial. Le regroupement des études américaines et européennes a permis de relever 5 facteurs prédictifs majeurs et de les vérifier avec une précision impressionnante. Premier facteur, l'âge. Ensuite, la PIO, la pachymétrie, le rapport CSUD vertical, et enfin, l'irrégularité, la rugosité du champ visuel exprimée par PSD ou LV pour l'octopus. Ce regroupement des études a permis de construire un calculateur dans lequel on rentre les facteurs prédictifs et on obtient un résultat de risque. Ce calculateur est parfaitement validé. Voilà comparé l'incidence à 5 ans qui est prédite par le calculateur selon le degré de risque qu'a le patient, et voilà l'incidence à côté qui est observée. Vous voyez que ça se superpose pratiquement. Revenons sur ces 5 principaux facteurs. L'âge, le risque à partir de 45 ans double tous les 10 ans. La pression, le risque augmente d'environ 10%, 10 à 12% par millimètre de mercure. La pachymétrie, l'étude de HTS montre que si on classe les patients selon la pression, eh bien, on s'y attendait, la pachymétrie est un facteur de risque important. Mais si on classe aussi les patients simplement par l'excavation papillaire, on retrouve aussi le facteur discriminant essentiel qui est la pachymétrie. 4e facteur, le C/D vertical. Et là, c'est probablement une faiblesse de l'étude reconnue. Normalement, le C/D, l'excavation, ne doit être appréciée qu'en fonction de la taille du disque. Voilà à gauche une papille glaucomateuse petite, à droite une papille non glaucomateuse grande. Une grande papille peut toujours ne pas être glaucomateuse, ne doit pas trop nous inquiéter, et on voit la règle de Lisant. En revanche, ce qui est surtout à retenir, c'est qu'une papille petite ne peut jamais être rassurante. Enfin, la rugosité du champ visuel, je vous rappelle qu'on la calcule en remontant le champ visuel anormal de la déviation moyenne et en voyant ensuite quelle est la dispersion des écarts. Ça nous permet de mesurer cette rugosité, les premières anomalies localisées. L'inconvénient de ces facteurs, c'est qu'on mélange 2 choses différentes. D'un côté, des facteurs de risque réels,
De l'autre côté, le CCD vertical et le PSD, qui signent déjà peut-être une entrée dans la maladie. Ce sont des signes d'atteinte probablement. Et donc, on ne parle plus de facteurs de risque pour pouvoir mélanger de façon un peu moins hétérodoxe ces facteurs. On parle simplement de facteurs prédictifs. Les autres facteurs de risque n'ont pas été retrouvés significatifs, mais je pense quand même qu'il faut les ajouter. Évidemment, l'histoire familiale de glaucome, ça n'a pas été retrouvé comme un facteur de risque, probablement parce que c'était un interrogatoire simple qui ne pouvait pas préciser notamment la pachymétrie. On ne savait pas si dans les antécédents familiaux, il s'agissait simplement de cornée épaisse avec une hypertonie ou de glaucome évolué. Dans le cas de Ward, c'est un glaucome évolué. L'origine ethnique, parce que quand on fait l'étude univariée, on trouve bien l'origine ethnique comme facteur de risque. En revanche, l'étude multivariée montrait que ça agissait par l'intermédiaire de la pachymétrie et du C/D. Cela dit, l'excavation étant elle-même probablement un signe d'atteinte, je pense qu'il est légitime de garder le facteur ethnique comme facteur de risque. La myopie, on vient de vous en parler, je n'y reviens pas. Évidemment, plus la myopie est importante, plus ce risque de glaucome est important sûrement. Enfin, la fluctuation de la PIO, c'est discuté, et pour l'instant, les résultats sont en attente. Certains facteurs de risque, en revanche, ne semblent pas significatifs. La pression de perfusion, pour des raisons méthodologiques, parce qu'elle fait systématiquement intervenir la pression intraoculaire quand on veut la mesurer, ce qui fausse considérablement les interactions. Et puis enfin, les antécédents cardiaques, hypertension artérielle et diabète ne sont probablement pas des facteurs de risque. Revenons au cas clinique d'Howard. Il s'agit d'une hypertonie primitive sur angle ouvert. On a des facteurs de risque qui est l'hypertonie, ce qui nous inquiète, l'hypertonie à 24. L'histoire familiale de glaucome, on sait que c'est une hypertonie, que ce n'est pas une hypertonie à cornée épaisse, que c'est un glaucome évolué. Howard vient de nous le dire. Un facteur faussement rassurant, c'est le C/D de 0,3, mais le disque est petit, il ne peut pas nous rassurer. Enfin, des facteurs rassurants, c'est une femme jeune, sa cornée est épaisse, le champ visuel, le dernier champ visuel montré est strictement normal, les complexes ganglionnaires sont d'épaisseur normale, ce n'est en tout cas sûrement pas une progresseuse rapide. Si on rentre ces données dans le calculateur EHTS et EGPS, même en supposant qu'en fait l'excavation est supérieure à 0,5, on trouve quand même un facteur de risque à 5 ans de seulement inférieur à 4%. Alors on peut se demander s'il n'y a pas en fait une progression, parce qu'on a l'impression de voir des excavations qui évoluent, une asymétrie qui se crée. Ce n'est probablement pas le cas. Il faudrait évidemment comparer avec de nouveau un 3DX ou de nouveau ou avec une photo ou un examen, mais sous réserve d'avoir éliminé la progression, le risque de glaucome à 5 ans chez cette patiente est a priori faible. Des explorations complémentaires vont nous permettre de mieux préciser la conduite à tenir. Je cède la parole à Franck. Merci Jacques. Franck,